Dynamique de m'avoir invité. Merci pour votre présence. Ce soir, on va traiter un sujet un peu délicat qui a posé beaucoup de polémiques, c'est le printemps arabe. Puisqu'on a souvent deux thèses, en tout cas ce qui circule dans le monde arabe ou ailleurs. La première thèse, c'est qu'il y a une intervention étrangère massive. Le printemps arabe est fabriqué, notamment par les Américains, et ce, pour plusieurs raisons, afin de diviser le monde arabe, refaire un deuxième, ça explique où. Deuxième thèse, qui disait non, c'est un processus, un dynamisme interne, et imposé par la volonté des peuples arabes, qui désirent eux aussi la liberté et la démocratie. Donc deux thèses qui se contradisent. Pour moi, en tant que politologue, j'aimerais bien traiter ce sujet, le printemps arabe, le dynamisme interne et les interventions étrangères. Elle est où ce dynamisme interne? Elle est où cette intervention étrangère? Où est le faux? Où est le vrai? Afin de faire une synthèse pour ne pas être dans un camp ni dans l'autre. J'ai personnellement une typologie de ce printemps arabe, de sa révolution. J'ai trois catégories. La première, celle qui s'inscrit parfaitement dans mon modèle théorique, et mon approche, c'est une approche des sciences politiques, je pourrais dire scientifique, afin de savoir ce qui s'est passé. La première catégorie regroupe trois révolutions. La révolution tunisienne, la révolution égyptienne et la révolution yéménite. Deuxième catégorie de révolution du printemps arabe, celle où il y a eu une intervention étrangère massive. Parce que la première catégorie, le dynamisme interne a été bel et bien fort. Cette deuxième catégorie, où il y a eu une intervention étrangère massive, celle-là, on trouve notamment la Libye, parce que la révolution finalement a été achevée par une intervention de l'OTAN, des forces armées occidentales. Deuxième pays aussi, la Syrie. On voit bien une intervention massive des services secrets, c'est vrai. Grâce à la Russie et la Chine, on n'a pas eu une intervention militaire qui ont bloqué le Conseil de sécurité par l'usage du droit de veto. Donc, il y a eu une intervention massive de l'extérieur. Le nombre des djihadistes et des étrangers qui combattent en Syrie est assez important. Troisième catégorie des révolutions arabes, ce que je les appelle les révolutions négligées. Dispersez-vous, il n'y a rien à voir. On ne veut pas, dans ces pays, dire qu'il y a des révolutions. Donc je veux vous montrer deux vidéos qui illustrent des images qu'on ne peut pas les voir dans les médias, ni occidentaux, ni dans le monde arabe. Ils sont rares les chaînes de télévision qui peuvent montrer telle image. En commençant par la révolution en Arabie Saoudite, dans la zone de l'Est, et puis le poème de Qatar, Mohammed ibn al-Ajami, qui lui-même a prêché la révolution. Et après, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces deux vidéos. Donc, deuxième vidéo, c'est le poète qatarien Mohammed ibn al-Ajami qui a valorisé la révolution tunisienne. Et dans son fameux poème « Nous sommes tous la Tunisie », il a prêché la révolution aussi au Qatar. Il a dit le peuple du Qatar a le droit de vivre la liberté et la démocratie, comme le peuple tunisien
l'État, le gouvernement, le prince du Qatar lui a emprisonné à vie. On s'est mobilisé en Tunisie et ailleurs. Maintenant, il est en prison pour 15 ans, juste pour avoir publié un poème, ni plus ni moins. Or, on va voir comment le Qatar prêche la démocratie. Se prétend que c'est un pays qui prêche la démocratie et répand la démocratie dans le monde arabe. Si on peut voir le poème, s'il vous plaît. ما بكينا بالعلي ولا بكينا عطرا نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية. في المدينة الأولية محمد الغنوشي لو حسبنا خطتك ما هي الدستورية. ما بكينا بالعلي ولا بكينا عطرا نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية. دكتاتورية نظام القمع واستبداده هل نكتونك عليها الثورة الشعبية عندما من أمان ذم الله حقير واطي والمسح انا امدحت قناعتي شخصيه ارتجي الثوره بدم الشعب يا سائرها وانحت انجاز الشعوب الكل نفس حيه قل لهم بصوت منكبنا بشله كفه كل نصر تستبق احداث مأساويه رضال البلاد اللي جعل حاكمها يحسب ان العز بالقوات الامريكيه رضال البلاد اللي جعل حاكمها يحسب ان العز بالقوات الامريكيه ورضال البلاد اللي شعبها جاهل والحكومه تفتقر بطاقات الماليه ورضال البلاد اللي تنام مواطن مع الجنسيه وتصبح مع الجنسيه وإفضال النظام القمعي المتوارث لا متى وانتو عبيد النزعه الذاتيه ولا متى والشعب ما يدري قيمه نفسه ذا ينصب له وراه كلها منسيه. ليه؟ ما يختار حاكم بالبلد يحكم له يتخلص من نظام السلطه الجبريه. علم اللي مرضي نفسه ومتعب شعبه بكره يجلس بدار واحد الكرسيه. علم اللي مرضي نفسه ومتعب شعبه بكره يجلس بدار واحد الكرسيه. تعرف حسب ان الوطن نسمع واسمع عياله الوطن الشعب وامجاد الوطن شعبيه رددوا والصوت واحد للمصير الواحد كلنا تونس توجه النخبه القمعيه كلنا تونس توجه النخبه القمعيه الحكومات العربيه ومن يحكمها كلهم بلا استثناء حراميه. السؤال اللي يؤلف فكره المتساءل لم يجد اجابته من كلمه رسميه دامها تستورد من الغرب كل اشياء. ليه؟ ليه ما تستورد القانون والحريه؟ ليه ما تستورد القانون والحريه؟ Pour nos amis francophones qui ne maîtrisent pas la langue arabe, ils ont le droit d'une petite traduction quand même. C'est un poème très très fort parce qu'il donne la Tunisie comme un modèle. Le titre du poème c'est « Nous sommes tous la Tunisie » et il prêche la révolution aussi dans son pays. Il dit contre son prince, celui qui vend qu'il y a les forces américaines au Qatar et se protège par ses forces, mais pourquoi pourquoi vous importez tout de l'Occident, sauf la liberté et la démocratie? Vous invitez les Rolls-Royce, les belles voitures, etc., sauf la démocratie. La grande contradiction pour moi, c'est que ces deux pays, par exemple l'Arabie Saoudite et le Qatar, dominent le monde médiatique. Ils ont beaucoup investi. Ils ont des centaines de chaînes de télévision puissantes. Al Jazeera, par exemple. On parle que Al Jazeera est une chaîne de démocratie, de liberté, mais Al Jazeera n'a pas même donné une petite information, même une petite ligne, en parlant d'un poète au Qatar qui est emprisonné pour un poème. Là, ce sont les contradictions. Or, le prince du Qatar, il disait partout, je suis le père spirituel de la révolution arabe. Le père spirituel de la révolution arabe, alors dans son pays, ou en Arabie Saoudite, on trouve ni du multipartisme, ni de parlement, ni de démocratie, ni de liberté d'expression, ainsi de suite. Là encore, c'est une autre contradiction. Cette contradiction, maintenant je parlais
au cœur de mon sujet. Je vais utiliser un modèle théorique, qui est un modèle théorique américain. Je suis adepte des sciences politiques américaines. Je critique souvent la politique des États-Unis d'Amérique, mais je suis adhérent aux sciences politiques américaines. Mon modèle théorique divise les causes d'une révolution à deux sortes. Il y a les facteurs lointains qui s'accumulent, et il y a les facteurs directs de la révolution. Les facteurs directs, on les appelle la situation révolutionnaire. Par exemple, en Tunisie, les 4 semaines qui vont du 17 décembre jusqu'au 14 janvier, ça veut dire la chute de Ben Ali, là c'est la situation révolutionnaire, revolutionary situation. En Égypte, c'était aussi presque 4 semaines. Dans les facteurs, on va le voir par détail, dans les facteurs lointains, on peut citer pas mal. Premier facteur, le dynamisme interne démographique. Le monde arabe a connu une explosion démographique. La croissance démographique est énorme, et nous le savons tous, quand il y a une explosion démographique, ça conduit souvent à des guerres, à des violences politiques, à des guerres à l'étranger, à des révolutions. Par exemple, les Khorassades, il y a ceux qui les interprètent comme une explosion démographique en Europe, donc on a besoin d'expansion, on a besoin de quitter les territoires, vu cette explosion démographique, sinon ça retourne à l'intérieur en tant que révolution. Aussi dans le monde arabe, dans la population, dans des pays à doublé et triplé, en Arabie Saoudite par exemple, aux années de l'indépendance de la Tunisie, le pays ne compte que 3 millions, aujourd'hui 27 millions, la Tunisie c'était 3 millions, aujourd'hui une dizaine de millions. L'explosion démographique aussi s'est accompagnée par un nouveau phénomène sociologique, c'est l'exode rural. On a connu dans les années post-indépendance, les années 60, 70, une exode rural massive de la campagne vers les grandes villes, notamment la capitale. Donc on a dans chaque capitale des bidonvilles d'origine paysanne et qui s'accumulent et qui se regroupent. Le Maqabr au Caire, ceux qui connaissent le Caire, en Tunisie, Hayat Tadaman, Al-Kram, ainsi de suite. C'est le fruit d'une exode massive non calculée dans les villes. Ces jeunes-là, ou cette population-là, ne sera jamais intégrée dans la grande ville bourgeoise ou la vieille ville. Elle sera toujours à la marge de la vie citadine dans le quotidien. Ce qu'elle va offrir après les plus radicaux de la révolution. Le dynamisme économique. Je parle toujours des facteurs lointains du printemps arabe. Le dynamisme économique, on constate l'accumulation de chômage, le déclin de la classe moyenne toujours est la colonne vertébrale de la stabilité sociale, de la paix sociale. Or, cette classe moyenne a perdu énormément de ses privilèges, notamment en Égypte, et notamment, je dis surtout en Égypte, et aussi en Tunisie, et dans tout le monde arabe, aujourd'hui, la classe moyenne est en train de disparaître, en voie de disparition. Ce qui laisse deux seules catégories sociales, la haute bourgeoisie et la classe défavorisée, qui est devenue un allié objectif avec la classe moyenne. Troisième élément lointain, une cause lointaine des révolutions dans le monde arabe, c'est le dynamisme culturel et d'information. On constate que depuis les années 90, l'État ne contrôle plus l'information. C'est très important, parce que l'information, c'est toujours le monopole de l'État, mais l'État ne contrôle plus l'information par de nouveaux phénomènes. Par exemple, les chaînes par satellite. La Tunisie de Ben Ali ou Moubarak ne peut pas contrôler le contenu des chaînes de télévision par satellite. Internet, le Facebook, le Twitter, etc. Le Facebook, par exemple, les grandes chaînes de télévision comme Al Jazeera, CNN, Euronews, etc. cherchaient l'information chez ce que nous appelons les citoyens journalistes. Le citoyen lui-même, avec sa page de Facebook, il est devenu rédacteur en chef. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il diffuse. Il a son petit portable, de sa fenêtre ou dans les manifestations, il filme, et même la qualité d'image n'est pas bonne, et il publie sur Facebook, et après on la voit à la CNN. Malgré donc ce que les régimes ou les dictatures ont fait afin d'empêcher la circulation d'informations, les nouvelles technologies, et je parle des nouvelles technologies, et la révolution technologique
au plan de communication, a changé la donne. Donc cet État, cette dictature ne contrôle plus l'information. Et ça, c'est accumulé. Quatrième plutôt facteur, c'est le dynamisme politique. On constate aussi au fur et à mesure l'apparition des nouvelles élites politiques de plus en plus radicales. Mon ami Hans-Peter Kresi, un politologue suisse très brillant, il a une théorie. C'est que la fermeture du système politique conduit souvent à la radicalisation de l'opposition. Si le système politique ne négocie pas, ne fait pas de compromis, le résultat, c'est l'opposition se radicalise. On ne veut plus des réformes après. L'opposition, c'est que le cas d'opposition égyptienne ou l'opposition tunisienne ou yéménite, on ne veut plus de réformes. On veut le départ du régime. Parce que le système politique aussi est responsable de la radicalisation de l'opposition. Donc, d'où l'apparition des nouvelles élites, soit en Égypte avec Kifaya, ou en Tunisie, ou au Yémen, qui ne veulent pas négocier avec le régime, mais qui veulent tout court la chute du régime. Et ils ont travaillé pour la chute du régime. Cinquième élément, c'est le dynamisme social. On constate l'apparition des mouvements sociaux. Les révolutions du printemps arabe, notamment en Égypte et en Tunisie et au Yémen, ce sont tout d'abord des révolutions des mouvements sociaux. Quand je dis social movement en anglais, qu'est-ce que ça veut dire les mouvements sociaux? Les mouvements sociaux ne sont pas les partis politiques. Ça veut dire que ce ne sont pas des partis politiques qui ont déclenché les révolutions dans le monde arabe. Ce sont les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux se composent naturellement dans la rue. Ils ont des chefs naturels, des chefs qui sont inconnus par la police, inconnus par l'État, mais qui organisent, si vous voulez, des petites révolutions à l'échelle locale. Donc, les mouvements sociaux ont partagé, c'est le noyau dur du printemps arabe. Après, certains partis politiques sont ralliés à ces révolutions. D'autres ont négocié avec les dictatures jusqu'à la dernière minute afin d'avoir des postes de ministres ou d'avoir des concessions. Maintenant, on va toutes ces accumulations à travers 3-4 décennies. Depuis l'indépendance en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Syrie, etc., on constate l'accumulation de ces facteurs lointains, et ça va conduire à quoi? À la situation révolutionnaire. C'est l'explosion. Les accumulations quantitatives conduisent à une transformation qualitative. Donc, on va aller à la situation révolutionnaire. La situation révolutionnaire, comme on l'a dit, c'est 4 semaines en Tunisie, 3 semaines en Égypte, après quelques mois au Yémen, elle dure toujours en Syrie, après aussi de longs mois en Libye. La situation révolutionnaire, elle a 3 éléments techniques. Pour qu'une révolution gagne ou ne gagne pas, il faut, premièrement, la radicalisation de l'opposition populaire qui ne veut plus des réformes, mais le départ du régime. Deuxième élément, les divisions au sein des élites au pouvoir. Troisième élément, et c'est déterminant à travers l'histoire, dans toutes les révolutions, pour qu'une révolution gagne ou ne gagne pas, c'est le rôle de l'armée. Donc, il faut soit la neutralité de l'armée, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Sinon, il n'y aura pas de révolution. Si l'armée est loyale vis-à-vis du régime, on ne va avoir qu'une guerre civile qui va durer un moment et c'est l'armée qui va gagner. Donc, on ne peut pas avoir une révolution. Le général Lafayette, connu, à Tunis, il a une place, une grande place, les Tunisiens le connaissent bien, cette place de Lafayette à côté de la radio et la télévision tunisienne. Elle est devenue une figure historique parce qu'elle a refusé de tirer contre les manifestants. Alors, pour la première fois, l'armée tunisienne ne tire pas contre les manifestants. La même chose, l'armée égyptienne. Je parle des événements qui déroulent depuis le 17 décembre 2011 en Tunisie. J'ai eu des images, des vidéos, comment les militaires se fraternisent avec les opposants et les révolutionnaires, comment les protègent aussi contre la police. On va parler de tout le monde entier, sauf chez nous.
Nous, on est extraordinaire, on est magnifique, il n'y a rien à voir chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Et vous avez le droit de lui répondre. Tija el-Mouaks, les Arabes le connaissent bien. Faisal Qaz m'a invité 2 fois. Je lui ai dit non. Une fois, elle m'a dit, vous venez critiquer l'armée algérienne. Je dis, moi, je suis politologue scientifique, je ne prends pas une partie. Et dernièrement, pour la Syrie, je suis contre le bombardement de la Syrie, venez. Je dis non. Parce que, avant de parler de ce qui s'est passé chez l'autorité, commencez par parler chez vous. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression, c'est la loi de la proximité. Quand on regarde les chaînes saoudiennes, on va penser qu'on est au Suède ou au Danemark. Je n'ai pas dit en Suisse parce qu'on est en Suisse. Donc, la loi de la proximité n'est pas du tout respectée. Donc au plan professionnel, ce ne sont pas une chaîne de liberté d'expression, mais ce sont des outils dans la main des dictatures. Et malheureusement, même la presse occidentale, puisque je la fréquente souvent, surtout France 24 et la BBC, dès qu'il s'agit des sujets de ces dictatures riches, là, on recule. On n'a pas de courage. Mohamed Nadhib El-Ajami, le poète qatarien, mais qui parle de lui? On a fondé le Comité international de la libération de Mohamed Nadhib El-Ajami, mais c'est inimaginable que le prince du Qatar répète « Je suis pour la démocratie et j'investis pour la démocratie dans tout le monde, alors je mets mon poète en prison pour 15 ans juste pour un poème. » Ou les médias saoudiens, Hayat, Chakraus, ainsi de suite, cette liberté d'expression, mais 40 000 détenus politiques, on n'en parle pas. Donc, la vision de l'extérieur vis-à-vis du monde arabe, maintenant, est en train de se changer. Parce que si on étudie, par exemple, on fait une analyse du discours des chaînes russes, on constate autre approche. Et d'ailleurs, entre deux parenthèses, est-ce que c'est une coïncidence ou planifié? Je ne peux pas vous répondre. Juste avant le printemps arabe, tout le monde s'est préparé. Les Français ont créé une chaîne de télévision France 24 en arabe. Juste 3 chaînes, en français, anglais, arabe. L'espagnol n'est pas intéressant. Le russe n'est pas aucune langue intéressante que la langue arabe. Les Russes ont créé leur chaîne arabe, 24 heures sur 24 heures, sur tous les satellites. Russia Today, la Russie aujourd'hui. Les Britanniques, ils ont licencié et liquidé 15 radios pour fonder la chaîne de télévision BBC en arabe. Les Américains, Al-Hurra, une chaîne en arabe, pas d'autres langues, juste la langue arabe. Les Chinois aussi, ils ont leur chaîne en langue arabe. Qu'est-ce qui se passe sur ce monde arabe? Qu'est-ce qu'il y a sur ce monde arabe? Pourquoi Euronews a annulé cette sélection? Parce que personne ne regarde Euronews en arabe. J'ai un ami qui vient de téléphoner déjà d'Euronews, ça fait un petit moment. Non, donc, je suis politologue rationnel, évidemment anti-théorie de complot. On ne peut pas parler de théorie de complot en sciences politiques, mais on peut poser les questions. Les questions sont légitimes. Pourquoi? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'on se prépare? Et où l'intérêt de ce monde arabe? Les Américains, par exemple, nous connaissons bien leur politique. Ils n'ont que 2 intérêts à respecter. Le pétrole et la sécurité d'Israël. C'est tout. Ils n'ont pas même d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ben Ali était plus qu'un ami des Américains. On parlait qu'il était un agent de la CIA. Moubarak était un pion pour les Américains. Mais le jour qu'on a voulu se débarrasser de lui, on l'a laissé tomber pour avoir une nouvelle politique. Y a-t-il une politique occidentale vis-à-vis des islamistes? C'est la question sensible, notamment des frères musulmans. Parce que là aussi, il faut essayer de comprendre. Le Qatar finance, soutient les frères musulmans via Al Jazeera, directement et indirectement. Et les Américains ont les 2 grandes bases militaires dans le monde au Qatar, Al-Hadid et Siri. Les Saoudiens sont contre les frères musulmans et ils luttent contre les frères musulmans et eux-mêmes sont en bonne relation avec les États-Unis d'Amérique et ils ont aussi des bases militaires américaines. Alors les Américains aiment les frères musulmans ou non? Leurs alliés à gauche les financent, leurs alliés à droite les contrarient. C'est un peu une équation. Non,
C'est pour cela je vous pousse à poser des questions, à réfléchir, vraiment une réflexion scientifique, objective, pas émotionnelle, afin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Nous savons aussi que les crises économiques graves conduisent à des guerres. La crise de 1929 a conduit à la montée du fascisme et du nazisme, et puis la Deuxième Guerre mondiale. Quand la crise économique est structurelle, n'est pas conjoncturelle, profonde, il faut des guerres. Avec les guerres, on dit oui. Et quand on dit oui, on peut construire, on peut avoir des contrats, on peut redémarrer l'économie. Ce sont des questions qui se posent. Évidemment, il n'y aura pas une nouvelle guerre en Europe. L'Europe s'est stabilisée, a compris que ça devient une guerre, ni aux États-Unis d'Amérique. Mais le monde arabe, c'est une zone ouverte, très infiltrée par toutes les puissances, régionales ou mondiales. Donc, je pousse à ces réflexions, parce que le printemps arabe, pour moi, depuis un moment, je n'en crois pas trop, parce que pour moi, la révolution, c'est un dynamisme interne, tout d'abord, mais dès qu'il y a des interventions, en plus en utilisant 2 poids 2 mesures, comme je vous ai montré, 2 cas extrêmes, le cas libyen et le cas de Bahreïn. On intervient au Bahreïn afin de mater une révolution devant les 2 bases américaines maritimes, devant tout le monde, et on fait le contraire en Libye. Donc, on est par la démocratie pour tout le monde, ou par la démocratie ici, par la démocratie là-bas. D'ailleurs, je pose des questions. J'ai donné toujours des conférences et j'ai dit certains cercles en Occident n'aiment pas la démocratie dans le monde arabe. Mais je discutais souvent avec l'ambassadeur américain, je dis, est-ce que ça vous arrange d'avoir une Arabie Saoudite démocratique, franchement, ou un Qatar démocrate? Ça vous arrange? Vous allez avoir un autre Hugo Chavez. Or, vous avez tenté un coup d'État militaire via la CIA contre Hugo Chavez qui a été élu démocratiquement de son peuple. Le fric, le pétrole. Le malheur du monde arabe, c'est son pétrole. C'est connu. Le pétrole a empêché une révolution industrielle, le pétrole a installé le système de la rente, et le pétrole a fait perdre la souveraineté des États arabes. C'est donc la grande question aussi, c'est le pétrole. Merci beaucoup, c'est bon. Je remercie M. Sidawi pour son intervention, très intéressante, mais qui nous laisse tous un peu, je ne dis pas sur notre faim. Il a éveillé en nous le désir de poser des questions, j'espère que vous en avez à lui poser. Il nous regardait pour nous dire, si nous on avait des questions pour savoir comment est-ce que les Américains soutiennent d'un côté les Saoudiens qui eux sont opposés au mouvement des frères musulmans qui sont soutenus par les Qataris qui eux soutiennent aussi, moi je n'ai pas de réponse. J'espère que parmi vous, il y en a qui ont des réponses. Et sinon... Non, c'est pas mon bouquin. Moi, j'ai en anglais, en arabe, mais c'est pas le mien. Vous pouvez le trouver sur le net, dans mon site. Donc maintenant, pour le déroulement de la suite de cette soirée, à peu près pendant 20 minutes, si des personnes présentes ont des questions à poser, générer un peu un cercle de dialogue, puis à la fin, juste à la fin, après toutes ces questions, donc notre imam, lui, va donner un petit complément sur certains côtés qui sont liés à la religion, dont ces printemps arabes, et quelle est la considération de ces points du point de vue religieux. Alors, je vous invite à poser des questions, si vous avez des questions, qui voudrait poser des questions. Alors, Madame Devon. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre conférence, c'était très clair, très intéressant. Et du coup, j'aimerais faire une petite conclusion. Du coup, les révolutions, on peut dire que le printemps arabe, c'est la conclusion en même temps de 2 éléments parallèles. Un externe, que c'est les intérêts de puissance
occidentale et en même temps les 3 facteurs internes que vous avez mentionnés. C'est ces 2 facteurs internes et externes qui ont donné lieu à cette printemps. On peut dire... Oui, en fait, c'est l'enchevêtrement, parce que vraiment, il ne faut pas, certains disaient ce qui s'est passé, c'est l'œuvre de la CIA, mais c'est impossible, des jeunes martyrs qui veulent vraiment la liberté, la démocratie, la justice sociale, en Tunisie, en Égypte, je les connais bien, ils ont vécu avec nous. Un jeune ne meurt pas par la CIA pour un plan américain à Washington. Non, c'est un dynamisme interne, c'est vrai, il y a une révolution. Et le printemps arabe, le vrai printemps arabe a bel et bien existé. Mais il a été aussi contourné par un faux printemps arabe. Le faux printemps arabe financé par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ou leurs médias, et leur argent, et leur fric, etc., et leurs machines de chèques et de prêcheurs, etc. Et on ne sait pas, les prêcheurs saoudiens, par exemple, parfois, ils disaient que la révolution en Syrie, oui, elle est juste, non, la révolution, c'est anti-l'islam. Il ne faut pas, il faut obéir au prince. Donc, ils décrètent des fatwas selon l'exigence des intérêts politiques de leurs souverains, qui sont aussi liés à l'extérieur. Donc, toujours, c'est cet enchevêtrement qui a créé l'amalgame et la polémique. Le dynamisme interne, le vrai, et l'intervention étrangère qui a manipulé et qui a essayé de créer un autre printemps arabe, qui n'est pas le vrai. Je pose la question là. Oui, vous pouvez venir ici poser la question. C'est comme ça pour mon Ça va, ça va. Je peux parler fort, éventuellement, mais je peux aussi venir. Voilà, à mon tour de vous remercier pour ce compte-rendu qui était plus que explicite et qui nous a donné une base de débat. Moi, ce que j'aimerais comprendre à travers votre analyse, enfin j'ai compris plutôt que vous faisiez état de facteurs qui étaient lointains et d'autres proches, qui sont propres à certaines sociétés. Mais c'est un processus aussi qui est dynamique, qui en continue en quelque sorte. Ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais vous entendre là-dessus, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, cette révolution s'est déclenchée? C'est pas tout à coup qu'il y a eu des mouvements sociaux de la campagne vers les villes, c'est pas à un certain moment que des gens se sont retrouvés complètement démunis, c'est une évolution. Alors pourquoi tout à coup, en 2011, il y a eu un début de révolution qui s'est propagé dans d'autres pays? Quel est le facteur déclencheur? C'est peut-être pas le même dans chaque pays, dans chaque société, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ce pas? En sciences politiques, on appelle ça le dysfonctionnement. Ça veut dire, personnellement, depuis une dizaine d'années, je dirais, mais la révolution ou les révolutions arabes, c'est con. Ce n'est pas anti-lieu, mais c'est con. Parce que vraiment, les facteurs qui poussent à une révolution sont accumulés. Surtout, le déclin de la classe moyenne. Quand la classe moyenne entre dans une phase de déclin total, ça veut dire la paix sociale est perdue. C'est la colonne vertébrale de l'État et de la société a été gravement touchée, c'est le déclin. Après, c'est le déclencheur. Pourquoi la Révolution française a eu lieu le 14 juillet 1789? Vous pouvez poser la question. La Révolution bolchevique à telle ou telle date? Pourquoi la Révolution chinoise a gagné en décembre 1949? Donc, à travers l'histoire, et c'est la philosophie de l'histoire, évidemment, les facteurs s'accumulent, et puis c'est l'explosion, puis on passe à une autre phase, on est prêt, c'est parce que ces dictatures ont toujours régné par la terreur. Et dès qu'on voit que le dictateur a peur, on devient, nous, de plus en plus forts. D'ailleurs, j'ai oublié peut-être de vous dire un petit détail dans la sociologie de la Révolution. Ce n'est pas un conseil, mais peut-être ça va faire vous rire, rigoler. Le dictateur ne doit pas donner des concessions pendant la situation révolutionnaire. Il doit être ferme, jusqu'au bout. Gaddafi l'a compris, Bachar l'a compris, par exemple.
je ne suis pas l'avocat du diable, mais ce qui se passe, je vous explique techniquement, parce que tout le système est fondé sur la peur et la crainte. Et le jour où le dictateur montre des signes de faiblesse, la boule de neige de l'opposition devient de plus en plus forte. Ben Ali, quand a été fini, c'est dans son 3e discours. Le premier discours, elle a menacé le peuple. Le deuxième discours, elle a menacé le peuple. 3e discours, elle a dit « Excusez-moi, je vous ai compris, j'ai fait des bêtises, et à vous de m'excuser, j'essaie de réparer, j'essaie de faire des réformes. » Il a eu peur dans son 3e discours, c'était le 12 janvier, 13 janvier, le 14, il a fui le pays. Parce qu'il a donné aussi l'espoir à l'autre noyau dur de la révolution et les calculateurs qui ont vu un dictateur qui a eu peur. Or, souvent, la peur, c'est au sein du peuple. Mais quand ils ont vu que la peur a changé de camp, ça les a encouragés. Donc, techniquement, selon mon modèle théorique de sociologie de la révolution, les concessions se font soit avant, soit après la situation révolutionnaire. Pas pendant la situation révolutionnaire, parce que ça affaiblit le noyau dur du système. Parce que les noyaux durs du système, ces partisans vont dire « ça y est, maintenant, on ne va pas gagner ». Parce que eux-mêmes, ils calculent. On ne va pas gagner, donc ils lâchent au fur et à mesure. C'est le cas, par exemple, de Kadhafi. Mais par exemple, les calculateurs en Syrie, jusqu'à maintenant, surtout à Damas, la grande bourgeoisie syrienne à Damas, soutiennent toujours le régime en tant que calculateur parce qu'ils voient qu'il n'est pas en train de tomber. Merci. Vous avez parlé d'accumulation. Ça appelle une autre question. Est-ce que dans l'histoire, on a des contre-exemples? C'est-à-dire, tous ces facteurs, ou la plupart se seraient accumulés, mais ça n'a pas abouti à la révolution. Ça pourrait, oui. Pour la révolution, ce sont les facteurs directs, pas les facteurs indirects. Ça pourrait s'accumuler, ça pourrait prendre d'autres formes, mais souvent, le changement radical, c'est entre ces facteurs indirects, on les appelle, lointains, et qui déclenchent la situation révolutionnaire. La situation révolutionnaire sont 3 éléments en même temps qui fonctionnent. Et l'élément déterminant, c'est l'armée. Moi, j'ai dit dès le premier jour, par exemple, en Syrie, écoutez, presque c'était impossible que le régime tombe. Il me dit, mais quoi, vous défendez le régime? Mais il dit, non, moi je parle j'ai un modèle théorique. J'ai une armée qui a pris position en faveur du régime. Donc, comment vous voulez que cette révolution gagne? On a recruté ailleurs, on a cherché ailleurs, des djihadistes, et ceux qui financent toujours le Qatar et l'Arabie Saoudite, ça c'était notre hypocrisie, c'était notre contradiction. Les dictatures, comment financent des révolutions? Pourquoi faire? Merci. Monsieur, vous pouvez venir jusqu'ici? Si vous arrivez à aller assez là-bas. Je vous remercie beaucoup pour tout le détail de l'explication de la commission. Dans un pays, je n'ai pas entendu de parler d'Iran, qui a quand même une grande influence sur le Proche-Orient et sur la région autour. Je n'ai rien entendu dans votre propos. Qu'est-ce que vous pensez? L'Iran, c'est une puissance. Le Proche-Orient avec Syrie, avec L'Iran. Ouais. Proche-Orient. Alors, je n'ai pas bien entendu la question. Qu'est-ce qu'il y a au Proche-Orient? Le pays Iran même. L'Iran. L'Europe de l'Iran, oui, c'est ça. Oui, c'est ça ce que je vois. Évidemment, il y a un conflit. Maintenant, on a dit 2 grands pôles. Il y a la coalition classique Paris-Londres, Washington, une nouvelle Moscou et Pékin, et puis l'Inde, Brésil, Sud-Afrique, les pays de BRICS. Et évidemment, l'Iran a choisi le camp des pays de BRICS, le camp de la Russie. Et la Turquie, par contre, non. C'est la Turquie a établi des relations avec les frères musulmans, puis c'est un parti islamiste au pouvoir proche des frères musulmans, parce que quand on dit islamiste aussi, il y a plusieurs tendances, parfois contradictoires, parfois en conflit permanent aussi. Donc, la Turquie, par exemple pour le cas syrien, est anti-régime, l'Iran aide le régime. Moscou aide le régime, Washington contre le régime, ainsi de suite. Et ça renforce mon analyse, c'est que le monde arabe n'est plus en dynamisme interne.
Parce que la révolution, c'est une boîte noire fermée, mais exposée à des interventions étrangères massives de tous les côtés, pas uniquement de Washington, de Londres et de Paris. Non, c'est de l'autre côté, de la Syrie, de la Chine, de l'Iran, de la Turquie, les puissances régionales. Monsieur? Bonsoir, j'ai une question. Si à la lumière si on parle ce qu'on appelle des architectes de la Révolution mondiale, si je cite à leur tête Henry Kissinger, et je vous envoie ses mémoires, donc lui il a dit par exemple qu'il y a un roadmap, ce qu'on appelle donc carte de route, en ce qui concerne le Proche-Orient. Alors, quel est, à la lumière de ce que vous avez cité, quel est le rôle des Américains? Je parle de la Maison-Blanche, parce que je cite Henry Kissinger, vous savez qui c'est. Donc, il a dit, par exemple, pour que Jérusalem tombe, il faut passer tôt ou tard, même quitte à une centaine d'années, attendre une centaine d'années, passer par Bagdad. C'est ce que les Américains ils ont déjà fait. Et je peux vous confirmer son pédantisme incongru, que la justice finit toujours par donc, culbuter l'iniquité. Donc, ceci dit, quel est le rôle des Américains dans le roadmap de la révolution arabo-musulmane? Vu que vous avez cité tout à l'heure qu'il y a plusieurs pays qui s'intéressent au monde arabe en créant leur mass média arabe. Merci. Merci, je pense vous avez assisté à toute la conférence parce que j'ai parlé bien. Furtivement, oui. Voilà, parce que j'ai parlé bien du rôle américain, parce que finalement, il faut être sincère aussi, rectifier un concept. Je peux relever une deuxième remarque. Vous avez cité que, si je me rappelle très bien, si j'étais un petit peu attentif, vous me corrigez si je commets une erreur, vous avez dit que si l'armée, qui est la clé dans une révolution, s'il ne penche pas vers le peuple, la révolution ne peut pas réussir. Vous avez déjà dit ça? Oui, c'est le thème de théorie. Je vous dis un contre-exemple. Si vous auscultez microscopiquement la révolution iranienne, vous allez comprendre que malgré la résistance de l'armée, les Iraniens ils ont fait leur révolution avec Khomeini. Et vous pouvez me donner des... Oui, bien sûr. Merci. On a bien travaillé la révolution iranienne. Je vous réponds d'abord pour la première question. C'est vrai quand on dit Occident, l'Occident a fait dans le monde arabe, l'Occident a planifié, c'est trop. Hein? La plupart, peut-être ici, on est Suisse, mais la Suisse, on n'est pas impliqué dans ce qui se passe dans le monde arabe, ni la Belgique, ni la Suède, ni le Danemark, ni d'autres. Donc c'est fort de dire Occident. Personnellement, je n'utilise pas, je dis toujours Washington, parce que je sais que Washington a les moyens, les plans, l'histoire, les archives, les alliés. Mais les autres, à la limite, Londres qui suit Washington, Paris, une fois avec, une fois contre, mais par exemple, la plupart des pays européens sont loin de ce qui se passe dans le monde arabe, ils ne sont pas impliqués. Ils n'étaient pas contre. Ouais. Bon, à l'ONU, au Conseil de sécurité, par solidarité de l'Union européenne, etc., oui, non, mais il ne finance pas, il ne s'implique pas directement. Mais Washington a les moyens. Donc, qu'est-ce qu'il veut Washington? Y a-t-il, par exemple, une nouvelle carte géopolitique pour le monde arabe? Bernard Lewis, ceux qui connaissent Bernard Lewis, un grand politologue, islamologue américain, aujourd'hui on ne dit plus orientaliste, on dit islamologue. Bernard Lewis, par exemple, a une carte. La carte, l'Arabie sunnite, le Hijaz. L'Arabie saoudite, par exemple, est divisée en 3 États. L'Arabie sunnite de Hijaz, l'Arabie wahhabite de Najd et l'Arabie chiite, en haut, à la zone orientale. Elle a sa carte. Avec les déclenchements des événements en Libye, dans un lieu occidental, on a commencé de parler de l'ancienne Libye. Cette Libye, elle est artificielle. Ce n'est pas ça la Libye. La Libye se compose en fait de 3 États. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et Fazan. Avant unifier de ce pays. En Syrie aussi, pourquoi pas, on peut faire 2-3 États. État alawite, la et ainsi de suite. État kurde, État sunnite, le grand État kurde. En Irak, actuellement, on a 2 régions différentes. Un État kurde, un État sunnite et un État chiite. Donc cette intervention étrangère n'a été pas uniquement pour la démocratie, mais pour une nouvelle carte politique.
pour la révolution iranienne. Puisqu'on a bien travaillé la révolution iranienne, Kotzman, un grand politologue américain, a analysé la révolution américaine en utilisant ses modèles théoriques, Charles Tilly, Tedesco Hans-Peter Creasy, Sidney, Thoreau, etc. C'est une école anglo-saxonne en sciences politiques spécialisée dans la révolution. Par exemple, il explique que c'est vrai, les services de sécurité forts de Shah, de Savak, l'armée était loyale, mais pas jusqu'à la dernière minute. On va voir. Et le pays prospère, économiquement parlant, il a l'argent, il a le fric, c'était après 1973, le trésor donc ne manque pas, mais il explique ça par le dynamisme interne de la révolution, est tellement fort, la boule de neige, le dynamisme des révolutionnaires est tellement fort que de l'autre côté, ils n'ont pas pu résister. Mais l'armée, par exemple, les généraux iraniens n'ont pas maté la révolution. Les dernières semaines, ils ont rentré chez eux, les derniers jours, ils ont rentré chez eux, ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas, même les chiffres, ils n'ont pas massacré, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas fait un bain de sang, parce que c'est une armée aussi impériale. Il y a une différence entre l'armée impériale et l'armée républicaine. L'armée républicaine est très attachée à la République, l'armée impériale est attachée à l'empereur. L'empereur a fui le pays, comme Ben Ali va quitter le pays, tout tombe. Or, l'armée républicaine est toujours un groupe d'officiers qui dirigent cette armée. En Algérie, ceux qui ont arrêté les processus électoraux, c'est 180 officiers. On dirait en Égypte, c'est Sisi, non, c'est pas Sisi, c'est l'establishment, c'est une institution. Et c'est ça la différence entre l'armée républicaine et l'armée impériale. Le Shah avait une armée impériale. À certains moments donnés, il a voulu quitter le pays. Alors, ces généraux vont défendre qui? Personne. Donc, le système est tombé, mais avec un dynamisme interne très, très, très fort. Et... excusez-moi. Je vous donne la parole, mais donc il y a monsieur qui avait demandé la parole. Par la suite, il y a monsieur. Puis après, je vous donne à vous et à vous. Puis dans 5 minutes, je donne la parole à notre chef pour son allocution. Merci, monsieur, pour votre éclaircissement de cet état qu'on voit tous les jours. Et cette subdivision du monde arabe. Moi, je pense qu'en Tunisie, par exemple, on ne trouve pas deux qui marchent dans le même couloir. Et c'est triste. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Comment vous le voyez, vous? Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que moi, je suis optimiste, je suis pessimiste. J'ai mélangé les deux. J'ai sorti le mot motachel. Vous allez le trouver. Oui, je lis le roman. Merci. Oui, c'est vrai pour le cas tunisien, à la différence du cas libyen. Je suis très pessimiste, vous trouvez ça dans mes vidéos, des analyses à France 24, en français, ou en arabe, ou même en anglais. Pour le cas libyen, je suis très pessimiste, parce que le pays vraiment n'est pas prêt. Aujourd'hui, c'est la guerre civile en Libye. À la limite, le partage de la Libye entre trois États, ou peut-être plus. La Tunisie, c'est un espoir pour la démocratie dans le monde arabe. C'est un espoir, c'est vrai, parce qu'il y a des élites rationnelles. Je pense que le mouvement islamiste tunisien aussi, très différent du reste des mouvements islamistes dans le monde arabe. Peut-être ces élites ont vécu en grande Bretagne, etc., notamment Rachid Ghannouchi. Et il y a une tradition pacifique dans le pays. La violence confessionnelle n'existe pas. Aussi, il y a une harmonie ethnique confessionnelle. Les Tunisiens, majorité écrasante, sont des Arabes, même berbères, arabisés, mais l'essentiel, majorité écrasante des Arabes. On ne parle pas des Kurdes, on ne parle pas des Kabyles comme le cas algérien. Et musulmans. Il n'y a pas des chrétiens comme le cas des pays du Moyen-Orient. Et sunnites. Il n'y a même pas clivage chiite-sunnite. Et malikite. Donc plusieurs éléments qui montrent que la Tunisie pourrait vraiment être prête à une démocratie totale. Et dernièrement, les élites politiques tunisiennes
ils ont réussi à avoir un compromis. Parce que la démocratie, c'est toujours le compromis. D'ailleurs, moi, j'ai proposé partout sur les antennes tunisiennes le modèle suisse. Écoutez, on ne va pas être déchiré à vie. Faisons comme la Suisse. En 1959, on dit on arrête. La formule magique, comme alternative à nos disputes, parce que l'économie sera paralysée, parce qu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on va souffrir, parce que le pouvoir attire tout le monde et le conflit est devenu fort, atroce, on flirte avec la guerre civile. Donc, la formule magique, on gouverne ensemble, gauche et droite, depuis 1959, ça a bien fonctionné en Suisse. Pourquoi ne fonctionne pas en Tunisie? De toute façon, personne, aucun parti seul ne peut faire son miracle économique et social en Tunisie. Je pense que le rationalisme existe bel et bien en Tunisie, le système éducatif est assez bien, et l'harmonie de la population, parce que comme je vous ai dit, on est tous arabes, musulmans, sunnites, malikites, etc. Là, ça va beaucoup aider. Et il y a une tradition de l'État aussi en Tunisie. N'oublions pas la première constitution tunisienne, c'est depuis 1861, Ahad el-Aman. Depuis le XIXe siècle, on a parlé d'une constitution, le Parlement depuis le XXe siècle. Les élections, ce n'était pas toujours en fraude. Personnellement, à 14 ans, je vote dans le lycée, j'ai voté à l'université, le conseil scientifique, au syndicat, et c'était des votations justes. Donc il y a cette tradition. Mais on vient à un pays comme la Libye qui n'a jamais vécu cette tradition. D'un coup, voilà, on veut une démocratie de vous, on élimine un régime et on veut instaurer la démocratie. Là, les États, c'est une guerre civile et le pays sombre quotidiennement dans cette guerre civile qu'on ne sait pas comment on va la freiner et la stopper. Monsieur. Madame, donc je vous donne la parole, puis après à monsieur. Moi j'ai une question. Vous pouvez mettre la voix. J'ai une question en fait, est-ce que, donc avec tout ce que le reportage, votre discours, enfin, j'ai essayé de, parce qu'il y a du bruit, le son il n'est pas net et tout. Ma question c'est, la révolution est une bonne chose ou vous la critiquez, vous me dites quoi là? J'ai rien compris, enfin j'ai essayé, hein, mon cerveau il a... Nous, en sciences politiques, c'est pas notre rôle de juger bon ou mauvais. C'est chercher les enjeux, les causes, les effets, comprendre ce qui se passe. Mais évidemment, la révolution, ça exprime en plan psychologique un malaise total. Ça veut dire on a ras-le-bol, on ne peut plus continuer. C'est une rupture épistémologique à travers l'histoire. Et toutes les sociétés humaines ont connu des révolutions. Partout. Africaines, asiatiques, arabes, européennes, partout. Toutes les sociétés humaines ont connu le phénomène révolutionnaire quand il y a eu un dysfonctionnement du système. C'est tout. Mon rôle, c'est d'analyser ces mécanismes, de comprendre les enjeux, d'essayer de poser des questions avec vous aussi. Je n'ai pas toutes les réponses, évidemment, et c'est ça mon rôle. Mais bonne ou mauvaise, après peut-être dans 2-3 siècles, on va voir. Les historiens ils vont écrire notre histoire, est-ce que ça a été bien ou non de faire ces révolutions? Dernière question à monsieur qui l'a donné, puis après on passe à... J'ai, monsieur, 2 questions à vous poser. Bon, votre conférence était très bien, mais sociologiquement. Mais en ce qui concerne le dynamisme interne, vous n'avez pas dit le rôle de l'islam dans ces événements, c'est-à-dire événements surtout d'Égypte et aussi de Tunisie. Et en ce qui concerne, c'est-à-dire le changement, le cours de révolution, il y a surtout la question d'Israël, parce que ça concerne directement Israël, peut-être intervention d'Israël à travers Américains et aussi occidentaux, ça change aussi un peu le cours de révolution. Ça, c'est 2 questions. Merci. Merci à vous. Donc, pour la première question, non, les révolutions tunisiennes, yéménites ou égyptiennes ne sont pas des révolutions islamistes. On est clair. Le rôle de l'islam comme dynamisme interne, c'était quel est le rôle de l'islam dans ces événements? On est tous des musulmans. Je ne veux pas que... On est tous... Attendez. Je vous ai parlé des mouvements sociaux. Pour qu'on soit clair et objectif, et scientifique même.
Ce ne sont pas les mouvements islamistes qui ont déclenché le printemps arabe et la révolution en Tunisie ou en Égypte. Ce sont tout d'abord les mouvements sociaux. Ça ne veut pas dire que leur jeunesse n'a pas participé, mais je dis le noyau dur, c'est venu des mouvements sociaux. Ce ne sont pas même des partis politiques. Les partis islamistes, les frères musulmans en Égypte ou en Tunisie, ils ont gagné les élections. C'est vrai, parce qu'ils ont une institution, etc. Je m'excuse, monsieur, vous avez mal compris, c'est-à-dire, ce n'est pas ma question sur les mouvements islamistes, mais islam comme idée, c'est-à-dire, est-ce qu'il avait un rôle sur les changements, c'est-à-dire dans ces pays ou non? C'est ça que je pose. Non. Comme j'ai dit, islam, tout le monde est musulman. Dans ce cas-là, c'était des révolutions. Par exemple, le slogan principal de la révolution tunisienne, Shol, Hariya, Karam Watani. Travail, liberté, dignité nationale. À mon avis, c'est un slogan universel qui n'est pas loin du slogan de la révolution française du 14 juillet 1789. Je le répète, la même chose en Égypte. Shol, Hariya, Karam Watani. Parce que le problème, peut-être, vous regardez d'ici, mais tout le monde sont des musulmans, la question ne se pose pas. On n'est pas face à des musulmans et des koffars ou un conflit de ce genre, non. Mais le dynamisme interne de la révolution en Égypte ou en Tunisie, c'est une révolution sociale. Vous avez dit une classe défavorisée, classe moyenne en déclin et surtout aussi des libertés d'expression et de manifestation qui ont totalement enterré et les gens ont le droit de s'exprimer. Ben Ali a interdit le YouTube, a interdit le Dailymotion, a interdit n'importe quel site internet, y compris Suisse Info ici en Suisse. Dès qu'on parle une phrase négative de Ben Ali, tout de suite, on bloque le site. Donc, on a cherché une justice sociale et une démocratie. Et le slogan principal qui a fait tomber Ben Ali, comme j'ai dit, c'était clair. Travail, liberté, dignité et nationale. Et la deuxième question dont je vous ai posée, c'est-à-dire au sujet du rôle de l'Israël, surtout en ce qui est intervention extérieure pour le changement de cours de cet événement. Israël ne peut pas intervenir directement dans le monde arabe. Mais ce qui se passe, c'est que les Américains, quand ils agissent dans le monde arabe, ils ont dans leur tête deux intérêts. L'intérêt d'Israël, la sécurité d'Israël, puisque c'est un allié stratégique, et deuxième intérêt, le pétrole, l'énergie. Le reste, on ne s'intéresse pas trop. Même les alliés traditionnels, on pourrait les changer. Ce qu'ont dit les Américains, peut-être un jour, ils vont aussi lâcher les Saoudiens et Al-Saoud, ils vont les remplacer par des militaires, ou notre famille, ou notre arrangement, ou un partage de l'État. Mais stratégiquement parlant, deux grands intérêts. La sécurité d'Israël et le pétrole. Ça sont des constants, ce ne sont pas des variables. Le reste sont des variables. Qu'est-ce qui fait alors qu'ils sont intervenus en Libye et pas en Syrie? Parce qu'en Libye, il y avait l'intérêt pétrole, bien sûr, et en Syrie, il y a la sécurité d'Israël. En Syrie, évidemment, j'ai parlé de cas syriens, mais je veux, puisque c'est le débat, je vais éclaircir encore plus. En Syrie, les Russes et les Chinois ont tapé sur la table au Conseil de sécurité. Ils ont utilisé 2 fois et double veto, pas un seul veto. Parce qu'un seul veto, ça suffit. Mais 2 fois, veto. Le veto chinois et le veto russe. Plus encore, la Russie a envoyé ses bâtiments de guerre, ses navires nucléaires, ses sous-marins, ses porte-avions en face des côtes syriennes. Ils ont menacé directement les Américains et Vladimir Poutine l'a dit, on ne joue pas avec la Syrie. C'est notre dernier allié. Si le régime de Bachar tombe, la Russie a quitté définitivement le Moyen-Orient. C'est son dernier bastion. On a accepté l'invasion de l'Irak avec Saddam Hussein. On a accepté la Libye, mais vous avez mal interprété la résolution de 1973. Parce que la résolution était claire. Ce qu'ils ont dit surtout les Chinois. La résolution était claire. L'instauration d'une zone d'explosion aérienne, pas plus. Les MiG n'ont pas le droit de participer dans les guerres. Mais c'est interprété autrement. On a envahi la Libye par les bombardements, etc. Peu importe, Gaddafi, bon, méchant, dictateur, pas dictateur, nous on parle de la forme. Donc le monde est en train de changer radicalement
Ce qui se passe en Ukraine aussi, c'est lié à ce qui s'est passé en Syrie. Parce que le monde change maintenant. On revient en force à la guerre froide. Je suis en train de suivre les médias russes, notamment la chaîne de télévision Russia Today. Elle existe en arabe et en français et en anglais. Et c'est bien de voir la version russe. Donc les Russes ne sont pas prêts à laisser tomber leur dernier bastion dans le monde arabe, qui est la Syrie. Et ils ont menacé les Américains. Et les Américains ont trouvé l'arrangement, le dernier arrangement avec les armes chimiques, etc. On a compris tout ce que c'est pas une histoire sérieuse, parce que vont donner leurs armes chimiques, ils peuvent fabriquer d'autres. C'est pas. On a bien compris qu'il y a eu, voilà, qu'il y a un bras de fer entre Moscou et Washington. Et voilà, on a trouvé une solution à l'amiable, si vous voulez. Et je pense que les Américains sont en train de comprendre que la Syrie est un espace vital pour la Russie et on ne peut pas la contrarier, et que le monde est en train de changer. Ils acceptent cette nouvelle donne des relations internationales. Mais le monde, c'est vrai, a été bel et bien changé en Syrie. Voilà, je remercie M. Sidawi. Le sujet était très intéressant et très riche. Je suis sûr qu'on pourrait rester toute la soirée. Mais pour clore, je vais donner le micro à notre imam pour donner si vous voulez, sa parole sur l'aspect de l'islam sur ce printemps arabe. Et après, vous pouvez rester, vous pouvez discuter, vous êtes toujours chez vous.